Je voudrais vous poser une question à tous les trois, liée donc aux véhicules et aux parts de marché que vos énergies représentent aujourd'hui sur le marché national et international. Aujourd'hui, la voiture hydrogène représente quel type de part de marché? Je pense qu'on est sur un ordre de grandeur dans lequel les chiffres ne sont même pas encore à notre portée. Symboliquement, retenons que l'hydrogène représente une goutte d'eau dans la mer. Je vais tenter de donner quelques chiffres. En France, c'est environ 300 véhicules rapportés à un parc de plus de 30 millions. Donc je pense que goutte d'eau est le terme qui est tout à fait approprié. Et à l'échelle internationale, c'est quelques dizaines de milliers d'unités à l'échelle de l'ensemble du parc de véhicules, petits, larges, véhicules déployés à l'échelle mondiale. En revanche, petits, mais en pleine croissance. Mais à l'heure actuelle, je dirais, on aura l'occasion d'y venir. Le déploiement de la mobilité électrique hydrogène se concentre sur certaines applications de niche qui permettent à la fois de résoudre les besoins des utilisateurs finaux et d'être capable de déployer l'infrastructure de recharge qui permet de faire décoller ce marché. Mais pour l'instant, je dirais, on est sur des applications extrêmement concentrées et ciblées sur certains usages. Concernant le bioéthanol ? Concernant le bioéthanol, la réalité des véhicules en circulation, c'est qu'il y en a aujourd'hui en France 100 000. Avec 30 000 véhicules d'origine qui ont été mis sur le marché par les constructeurs et 30 000 voitures à essence qui sont équipées de boîtiers. Et donc, comme je le disais précédemment, le potentiel convertible en termes de parc automobile, c'est à peu près 10 millions de voitures. Ailleurs dans le monde, le pays le plus avancé, c'est clairement le Brésil, qui a une taille de parc automobile comparable à celui de la France, autour de 30 à 35 millions de voitures. Et là-bas, plus de 70% de ce parc est flex-fuel, donc compatible, qui peut rouler au bioéthanol. C'est très significatif. Gilles Durand, le gaz naturel, les ordres de grandeur? Alors, j'ai cité tout à l'heure 26 millions de véhicules. Il faut comprendre qu'en fait, avec le gaz naturel, c'est un moteur thermique. Donc, tout ce qui roule avec un moteur thermique peut rouler au gaz naturel. Et donc, aujourd'hui, dans le monde, et en France en particulier, ça va du véhicule léger jusqu'au camion 44 tonnes, en passant par les bus, les autocars. Et depuis quelques temps, donc, ce sont les navires aujourd'hui qui fonctionnent avec du gaz naturel sous la forme liquide. Donc, 26 millions de véhicules dans le monde, 18 000 en France, avec une part de marché qui est quasi inexistante sur le véhicule léger, puisque ça démarre, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais sur le poids lourd, on a 2% en fait de part de marché au gaz naturel. Ça part très très fort sur le véhicule lourd, puisqu'il n'y a pas d'alternative en fait aujourd'hui crédible économiquement autre que le gaz naturel pour les poids lourds. Alors moi j'ai une question quand même qui m'interpelle à vous écouter tous les trois. Pourquoi ça représente si peu dans le mix énergétique aujourd'hui ? Pourquoi la puissance publique n'investit pas plus vite, plus loin et plus fort sur les alternatives que vous représentez ? Pourquoi les constructeurs automobiles n'y vont pas non plus avec plus de volontarisme ? On est dans des débats permanents sur le climat, émissions de CO2, cadre de vie, une autre société, changeons de paradigme, tout le monde nous dit. Mais ça passe quand même, à un moment donné, par une démarche plus puissante. Ouais. Comment vous l'expliquez pour l'hydrogène ? Je pense qu'on peut dire que les décideurs, qu'ils appartiennent au domaine politique ou à la sphère industrielle, privé, ouais, font face, je dirais, à un environnement contextuel de plus en plus incertain, pour des raisons, je dirais, d'enjeux sociaux de telle ou telle géographie, pour des raisons de sourcing de telle ou telle matière première. Et donc, pour ces raisons, il est important pour eux d'arriver à s'inscrire dans des histoires sur le long terme. Les temps de l'industrie sont des temps qui s'inscrivent dans le long terme. Quand on développe des technos comme les nôtres, il faut investir aujourd'hui pour pouvoir retrouver son retour sur investissement dans 10, 20, 30 ans. Donc, dès lors, il est important, je dirais, d'avoir des cadres qui laissent ouverte la place à telle et telle technologie. Et on sort tout juste d'une époque dans laquelle, notamment dans nos pays européens, il y a eu un tropisme assez naturel à la monomaniaquerie, c'est-à-dire à l'investissement massif dans telle technologie ou telle autre technologie. On voit aujourd'hui le retour que l'on paye sur ce sujet avec l'investissement très significatif qu'a connu la filière diesel sur les 50 dernières années. Et on voit qu'à présent, je dirais, l'humeur est plutôt dans laisser la place à différents bouquets de technologies grandir pour progressivement les uns et les autres se positionner sur les marchés les plus adaptés à leur techno. Monsieur Rialin. Je rejoins complètement le propos. Je crois qu'en particulier pour ce qui concerne la France, on a une culture, en particulier dans les sphères politiques, de rechercher toujours la bonne idée qui répondra à toutes les attentes. Et on l'a constaté, il y a eu par le passé un certain nombre d'effets de mode. Il y a eu un effet de mode sur le GPL, il y a eu un effet de mode sur le superéthanol à 85. Aujourd'hui, on sent que l'effet de mode porte plus sur l'électrique.
Et en réalité, et je crois que tout le monde sera d'accord autour de la table pour dire qu'il faut s'attacher à défendre un mix énergétique et que chacun trouve une réponse en fonction de ses besoins de mobilité, en fonction de son budget et d'un certain nombre de contraintes. Mais mettez-vous à la place des citoyens. Les citoyens se demandent, Monsieur Durand, pourquoi ne fait-on pas plus de prospective? Pourquoi ne sommes-nous pas plus dans l'anticipation? On avait incité nos concitoyens à se doter de véhicules diesel massivement, avec, je dirais, une forme d'attractivité, même économique. Aujourd'hui, on fait tout pour le pénaliser. Vous qui êtes dans, je dirais, une énergie qui est le gaz naturel, comment vous analysez ces mutations presque au forceps? Alors, on a identifié aujourd'hui pourquoi les constructeurs ne vont pas sur le véhicule gaz. C'est simplement parce qu'au niveau de l'Europe, dans les réglementations sur les émissions de CO2 des véhicules, on ne mesure que ce qui sort du pot d'échappement. Alors, effectivement, l'électrique est top là-dessus. Il n'y a pas de CO2 qui sort du pot d'échappement. Par contre, on ne prend pas en compte tout ce qui est en amont, notamment la production d'électricité. Si on produit de l'électricité avec du charbon, ce qui arrive encore dans quelques pays, ou même... Allemagne notamment. Voilà, ou même avec du pétrole, voilà. On a des émissions de CO2 importantes en amont du véhicule. Et quand on regarde l'analyse complète du cycle de vie, donc du carburant jusqu'au véhicule, l'utilisation dans le véhicule, à ce moment-là, on voit des choses très différentes apparaître. C'est comme pour l'hydrogène. L'hydrogène, s'il est produit à partir du reformage du gaz naturel, eh ben, les émissions de CO2, il y en a en amont. Voilà, donc il faudrait arriver, et c'est nous, ça fait partie du message qu'on porte au niveau de la France et au niveau de l'Europe, c'est de pouvoir analyser de manière globale le cycle de vie de ces véhicules, donc de la production des carburants. Et lorsqu'on a un biocarburant, eh bien on peut réduire les émissions de CO2. Je pense que c'est la même chose pour le bioéthanol. On ne le fait pas aujourd'hui. Et donc ça a contraint les constructeurs automobiles en particulier, mais tous les constructeurs également de poids lourds, à privilégier des solutions électriques qui sont des solutions zéro émission au pot d'échappement. S'ils ne font pas ça, eh bien, ils vont être amenés à partir de 2021 à payer des amendes extrêmement lourdes. Mais quand je dis, c'est en milliards d'euros, c'est énorme. Voilà, donc vous parliez de paradigme à changer, il faut changer ce paradigme. Et quand on raisonne en analyse du cycle de vie, là, on a la réalité des émissions de CO2. C'est ça qui compte. Qu'en pense notre expert? Alors, moi, vous parliez de monomaniaque sur le diesel. Moi, j'ai peur qu'on ne parte pas vers plusieurs offres. Je trouve qu'on nous pousse vers une autre monomanie qui est celle de l'électrique, pour les raisons qu'on vient d'évoquer tout de suite. Parce qu'effectivement, les constructeurs, ça va leur coûter très très cher, parce qu'ils doivent avoir un mixte sur l'ensemble de leur gamme qui soit faible en CO2. Mais ce dont j'ai peur, il y a des solutions qui existent, vous nous en parlez, il y a des possibilités, il y a la matière première, il y a la possibilité de stockage. J'ai l'impression que ce sont un petit peu des épiphénomènes, ce sont de l'expérimentation, enfin, je fais exprès de la provocation, qu'on expérimente à côté d'autres choses. Vous avez chacun vos organismes. Quand est-ce que vous vous regroupez pour aller dire, voilà, nous, on a des offres alternatives qui fonctionnent? C'est une bonne question. On va rebondir sur, effectivement, l'analyse très juste. On a le droit de s'interroger sur le pourquoi, je dirais, d'une démarche un peu éparse. Pourquoi vous ne vous unissez pas pour porter ce mix énergétique, vous l'avez tous dit, avec un peu plus de réalité dans les investissements importants qu'il y a à mettre en œuvre? Alors, déjà pour ma part, j'observe, si l'on compare je dirais, la situation d'aujourd'hui et la façon dont nous avançons de concert à celle qu'on aurait pu observer il y a 10 ou 15 ans, qu'il y a déjà une première forme d'unanimisme entre nous, je dirais, représentants des différentes filières alternatives, là où vous nous auriez vu, les mêmes autour de cette même table il y a 15 ans, parler à couteau tiré de « c'est moi qui ai le mieux, c'est moi qui ai le mieux ». Donc il y a une vraie, je dirais, un vrai consensus aujourd'hui de la part de l'ensemble des acteurs de la filière, domaine politique et domaine industriel, à dire il y a certainement, dans un certain horizon, à court, moyen ou long terme, une place pour chacune des énergies. Et dans certains pays qui ont vocation à, je dirais, régenter nos vies de façon un petit peu plus directive qu'on ne le connaît en Europe. Je pense que tout le monde aura suivi mon regard. Ces directives vont de façon très significative à dire
on mettra du gaz ici, on va mettre du pétrole ici, on va mettre du bioéthanol là, on va mettre de l'hydrogène là. Donc effectivement, en France, on laisse toujours une grande place au débat public et c'est toute la noblesse de notre culture. Mais je pense que la pierre qu'on peut collectivement apporter à cet édifice, c'est déjà s'efforcer de démontrer que tous ensemble, on peut apporter, chacun, je dirais, sa réponse, ne fût-ce que partielle, à telle ou telle brique des enjeux de mobilité. Et là, on le voit bien ici autour de la table, qu'il s'agisse de véhicules particuliers, de véhicules professionnels, de poids lourds, de poids légers. Chacun a son mot à dire et chacun est, je dirais, très respectueux de la brique que l'autre peut apporter. Et ça, c'est une véritable nouveauté et j'y vois un point très encourageant pour l'avenir de notre convergence commune vers une alternative au tout diesel et au tout essence. Alors, M. Arialin, convergence commune ou défendre des intérêts particuliers? Ah non, je pense que la convergence est effectivement enclenchée. J'en veux pour preuve que on se retrouve assez régulièrement autour d'auditions par des parlementaires, puisque, vous le savez, l'actualité, c'est aussi la loi d'orientation sur la mobilité. Donc c'est un sujet dont on parle beaucoup. Et donc on s'est côtoyé régulièrement dans ce genre de cercle. Nous sommes également, je crois, tous membres du Club des voitures écologiques qui essaie de promouvoir justement cette mixité pour une mobilité plus durable. C'est un club qui vous réunit? Tout à fait. C'est un club qui nous réunit, exactement. Donc, nous ne sommes pas, parce que, bon, vous le savez, il y a des inerties dans les structures, donc de là à ce que toutes ces filières fusionnent, ça me paraît un peu illusoire et ça n'est pas forcément nécessaire. Mais en tout cas, le message de la mixité et d'une mobilité plus durable, il est porté. On l'a vu, en plus, chacune des solutions est déjà plus ou moins prépositionnée sur un type de mobilité. Des véhicules lourds, des véhicules légers, et en fonction des usages. Donc, ce qui ressort aujourd'hui, clairement, c'est une complémentarité des solutions qui sont sur la table. Ensuite, une des difficultés, c'est aussi que les constructeurs des véhicules ont quand même la main sur toutes ces affaires-là. Et donc, eux, dans leur stratégie, sont souvent confrontés à la nécessité de faire des choix très engageants et de long terme, comme ça a été dit précédemment. Et donc, si on parle d'un constructeur automobile qui aurait fait le choix d'y aller assez fort sur l'électrique, ça n'est pas une décision sur laquelle on revient 18 ou 24 mois après facilement.
Alors, le temps passe, malheureusement, hein, sur des sujets passionnants, mais je voudrais qu'on évoque deux sujets quand même, avant de se quitter. Le premier, la fiscalité, le deuxième, les infrastructures liées à vos énergies. Sur le plan de la fiscalité, Gilles Durand, qu'en est-il aujourd'hui de la fiscalité sur le gaz naturel? Alors nous, on est fiscalisé depuis 2014. Auparavant, on était exonéré de fiscalité parce qu'il y avait très peu de véhicules au gaz. Puis comme ça démarre très très fort, notamment dans le domaine du transport de routier, de marchandises et de voyageurs, eh bien depuis 2014, on est fiscalisé à un taux très faible, c'est quelques centimes d'euros de l'équivalent du litre diesel. On parle de kilos de gaz, nous, c'est l'équivalent d'un litre diesel, donc on est à quelques centimes. Et cette taxe est gelée jusqu'en 2022. Voilà. Donc on est au niveau fiscal plutôt avantagé. Et on a également un autre avantage au niveau fiscal qui n'est pas lié sur la taxe carburant, mais qui est lié au dispositif de suramortissement pour les professionnels. Et ça, signe positif de la France, ça concerne l'ensemble des carburants alternatifs au pétrole, donc gaz, électricité, hydrogène. Et là, un professionnel peut amortir jusqu'à 160% de la valeur d'achat de son véhicule, ce qui est un signal très fort qui permet des économies substantielles. Voilà. Donc, au niveau de la fiscalité, on est reconnu, notamment donc jusqu'aux véhicules utilitaires légers, pour développer la filière. Il a été mis en place ces dispositifs fiscaux. Bertrand Joubert, même question. On sait que c'est la fiscalité aujourd'hui qui crée des tensions dans notre pays. Hein, donc, fiscalité sur les carburants. Qu'en est-il de la fiscalité sur l'hydrogène? Alors pour l'instant, la goutte d'eau que nous représentons n'est pas fiscalisée. Nous appelons de nos voeux, non pas un matraquage, mais je dirais le fait que l'énergie hydrogène rentre, je dirais, dans les fourches codines de ce type de process tout à fait légitime. Hein. Ce sera ni plus ni moins que la concrétisation de l'essor de notre vecteur énergétique. J'observe néanmoins que la production d'hydrogène par électrolyse, c'est-à-dire à partir d'électricité et d'eau, fait, elle, l'objet d'une fiscalité indirecte, puisque l'électricité source utilisée pour la production de cet hydrogène fait l'objet de la fiscalité électrique que l'on connaît. Quelle est la fiscalité sur le bioéthanol? Le litre de superéthanol 85 est taxé à un peu moins de 12 centimes aujourd'hui, ce qui fait que son prix de vente à la pompe est très compétitif. En moyenne, il est vendu 67 centimes le litre aujourd'hui, par rapport à une essence ou au gazole qui sont vendus autour de 1,50 €. D'accord. Donc, économie très substantielle pour la personne qui décide de rouler au superéthanol à 85. À vous écouter, on n'y voit que des avantages. Donc fiscalité, sur le plan écologique, c'est pas discutable, et je dirais, disposition, une disponibilité d'énergie qui est sans conteste. Vous l'avez dit sur le gaz naturel, vous avez évoqué les productions liées au bioéthanol, l'hydrogène, quand vous nous expliquez aussi comment se fabrique cette énergie. Donc, elle est à notre portée de manière presque à l'infini, cette nouvelle énergie. Oui, il faut savoir la distribuer, par contre. Voilà, c'est là. Alors, les infrastructures. Donc, dites-nous un mot sur les infrastructures. Demain, on développe le gaz naturel partout. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, avec les infrastructures, d'y répondre? Alors, c'est en route. Il y a eu en 2014, en fait, une directive européenne qui s'est appelée directive sur les infrastructures de carburants alternatifs, donc alternatifs au pétrole, gaz, électricité, hydrogène, qui a sommé chaque État membre de définir d'ici 2020 puis 2025 un plan de déploiement d'infrastructures d'avitaillement. Donc la France, concernant le gaz naturel, avait royalement dit on va construire 80 stations d'ici 2020. Nous sommes déjà à 140 stations en 2018 et nous serons à 200 stations en 2020. Voilà. Donc on a un déploiement très fort des infrastructures, et notamment relayé au niveau des territoires, souvent couplé à des unités de méthanisation. Donc on valorise des déchets de l'agriculture notamment. On crée des digestats qui permettent d'abonder les sols de manière complètement écologique. Et en plus, on crée de l'énergie produite localement et qui est 100% renouvelable. Voilà. Donc là, on a un déploiement dont l'ambition pour la filière est de 2000 stations d'ici 2030. Qui investit? Alors aujourd'hui, dans l'association, on a une vingtaine d'énergéticiens. Donc alors je vais citer que les plus gros qu'on connaît, il y a Total, Engie, Air Liquide, et puis Avia, mais il y en a d'autres, des plus petits. Il y a les constructeurs de véhicules, notamment sur les poids lourds, qui sont également très impliqués dans le dispositif. Mais aujourd'hui, pour répondre à votre question, on a pour les 250 premières stations que nous aurons d'ici 2020, des investisseurs privés qui mettent en place des stations. On en a construit plus d'une par semaine, donc ça va très très vite. Et puis en relais, nous avons les territoires
avec les agglomérations, avec les régions, avec les départements, qui s'investissent également pour développer ces stations au plus près des besoins des territoires. D'accord, donc mixte là aussi, puissance publique et privée. Oui, mais essentiellement avec de l'argent privé. Essentiellement d'argent privé. Monsieur Joubert, le plan à 100 millions d'euros de Nicolas Hulot signé en juin 2018, le plan hydrogène, ça va faire 9 mois maintenant. Donc, est-ce que des choses se sont déployées concrètement? Est-ce que c'était une annonce ou il y a du concret derrière? Alors c'était une annonce et elle est suivie d'actions concrètes et je vais être ravi de les détailler. Je commence par une petite précision. L'hydrogène à l'égard de la distribution, je dirais, se compare aisément aux autres carburants, c'est-à-dire que c'est un gaz, on le stocke dans une station-service, on le distribue. Par rapport à la distribution de l'énergie électrique pour les batteries, qui elle s'adosse à des enjeux de réseau électrique complètement différents et qui s'adressent de façon tout à fait différente. Donc pour notre vecteur énergétique, comme pour les autres qui sont évoqués ici, l'enjeu c'est combien on met de pompes au coin de nos rues pour servir les véhicules qui s'y présentent. Et à cet égard, effectivement, le plan Hulot, pour ne parler que de la France, est un plan qui a donné, je dirais, un nouvel essor au déploiement de la mobilité électrique hydrogène et qui s'est concrétisé sur la toute fin de l'année dernière par des appels à projets à l'égard des territoires pour que ces derniers bâtissent des plans de déploiement de l'hydrogène, mobilité, mais aussi pour d'autres usages, notamment énergétiques, industriels, en cohérence avec les politiques industrielles et de mobilité de chaque territoire. Ces appels à projets sont actuellement en cours de dépouillement et je me suis laissé dire que, je dirais, le volontarisme des différents acteurs publics et privés mobilisés sur ce projet et, pour ne pas dire bien au-delà de l'enveloppe de dotation initiale, mais en tout cas témoigne d'une vraie volonté d'avancer de la part des différents territoires. Donc on a du concret. Il nous reste 1 minute 30, messieurs. Le temps passe très vite. Monsieur Rialan, sur le bioéthanol et les infrastructures. Alors, les infrastructures, question très importante, puisque dès qu'on parle d'un carburant pour le grand public, il faut s'assurer de la disponibilité des carburants et ça contribue aussi à sa notoriété, donc à sa connaissance par les gens. Dans le cadre du superéthanol 85, on est dans un cycle de fort développement du nombre de stations. On va atteindre 1150 stations services donc classiques dans lesquelles le carburant est disponible. On est sur un rythme de 20 à 30 nouvelles stations chaque mois, donc la dynamique est enclenchée. Et c'est une bonne nouvelle puisque le superéthanol 85 existe en France depuis 2007. Et il a pâti pendant de longues années d'un manque de visibilité, de disponibilité en station. Ce problème est résolu et on a même une application qui s'appelle Mes Stations E85 qui permet à tout à chacun de localiser les stations les plus proches de chez lui avec le prix de vente de carburant. Messieurs, je vais vous remercier pour cet éclairage fort important et fort intéressant. Donc un sujet en dynamique dont nous aurons à y revenir dans quelques mois et avec vous, je l'espère. Merci à Guita d'avoir préparé cette émission à mes côtés. Le débathlon, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous sur agoranews automobility.fr. Merci de votre fidélité. À bientôt.